La guerre civile, la Syrie, la Libye, le Yémen ou encore le Soudan du Sud ou bien l'Éthiopie, ce type de conflit semble prospérer et se multiplier dans les premières décennies du XXIe siècle. La question que nous allons nous poser aujourd'hui dans les rendez-vous de la géopolitique, c'est les guerres civiles sont-elles en train de devenir le conflit majeur en géopolitique dans les premières décennies du XXIe siècle? Fabrice Ravel, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors, on a deux termes qui sont apposés, guerre et civile. Ça désigne un affrontement au sein et à l'intérieur d'une société. On voit bien toute la violence, les images de détresse qui peuvent surgir derrière les guerres civiles. Elles ne sont pas nouvelles, il y en a eu dès l'Antiquité. Pourtant, on a l'impression que dans les dernières décennies, il y a eu une accélération, une forme de dynamique qui s'est mise en place autour des guerres civiles. Oui, effectivement, vous avez raison de souligner que on va s'en rendre compte à travers un certain nombre d'exemples. Les guerres civiles sont loin d'être nouvelles. Cependant, une fois qu'on aura fini cette déclinaison, on pourra rajouter immédiatement qu'il y a deux dynamiques successives, dont l'une est assez paradoxale d'ailleurs, qui se sont succédées et qui laissent à penser que notre question est opportune. On va déjà commencer peut-être par essayer de valider cette question avant que d'appréhender, bien sûr, quelle pourrait être la définition de la guerre civile, ses caractéristiques et les aspects qui pourraient laisser à penser qu'elle reviendrait de façon très importante, pour ne pas dire en force, dans le XXIe siècle. Alors d'abord, c'est vrai que la question pourrait surprendre, parce que j'imagine qu'un certain nombre de nos observateurs pourraient d'emblée nous faire remarquer, et c'est peut-être une hypothèque qu'il faut lever d'emblée, que la question n'est pas très judicieuse, parce que les guerres civiles habitent l'histoire de l'humanité. Malheureusement, elles y sont inscrites, et depuis l'Antiquité. Et il n'y a qu'à se rappeler, par exemple, les guerres civiles à Rome, dont les deux plus célèbres ont opposé Marius et Sylla d'abord, et puis certainement la plus célèbre, César et Pompée. Il y aura aussi les guerres de Vendée en France entre 1793 et 1796. On est obligé évidemment d'évoquer, même si c'est une terminologie sur laquelle on va revenir, la guerre de sécession ou la guerre civile américaine entre 1861 et 1865, puis la guerre civile russe qui est trop souvent oubliée et qu'Alexandre Jevakov met bien en évidence dans un titre éponyme d'un merveilleux ouvrage, La guerre civile russe de 1917 à 1921. Et puis, il y a la guerre civile espagnole du 18 juillet 1936 au 1er avril 1939. Il y a la guerre civile en Chine de 1920 à 1949 ou 1950, selon les césures qu'on veut prendre en considération. Et puis, il y a une guerre civile en Grèce de 1945 à 1948. Et notre liste a bien sûr été loin d'être exhaustive. Donc, on voit bien que là, il y a un nombre, d'ailleurs, qui traverse le temps, qui traverse les continents, qui traverse les civilisations et qui pourrait laisser à penser spontanément, dans un premier temps, qu'il n'y a aucune caractéristique particulière sur notre époque à l'heure actuelle. Pourtant, si on se concentre de façon plus intense ou à regarder plus près, on peut quand même remarquer deux dynamiques. Une première qui s'inscrirait, et là on peut peut-être mettre une césure très précise, entre le 2 décembre 1804 et le 25 décembre 1991. Et bien sûr, en arrière-plan de ces deux dates, il y a le sacre ou le couronnement de l'empereur Napoléon à Notre-Dame pour la première et le discours de démission de Mikhail Gorbatchev de la présidence de l'Union soviétique ou URSS pour la seconde. Pourquoi mettre en avant une telle période ? Parce que ce qu'on remarque dans cette période, donc globalement qui serait la très grande majeure partie du 19e et du 20e siècle, c'est que les conflits vont beaucoup plus justement être centrés, notamment pour les plus importants, sur des conflits d'État à État. Et évidemment, on a en ligne de mire les deux guerres mondiales. Et puis, alors, il y a une deuxième dynamique qui vient se rajouter à celle-là, et qui la renforce paradoxalement, c'est que justement, depuis 1991, on a un retour des guerres civiles, mais on a un retour des guerres civiles dont la fréquence va aller en augmentant de façon croissante. Depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, on considère qu'il y aurait eu 18 guerres civiles majeures dans le monde. Mais c'est considérable. Enfin, je veux dire, on n'a jamais vu autant de guerres civiles sur 30 ans. Et tout d'un coup, si on se met, elle aussi,
Alors, pardon pour nos auditeurs, pour ne pas les lasser, et puis parce que l'exercice serait particulièrement redoutable de toutes forcément les citer. En 1991, on a une guerre civile en Somalie dont on considère qu'elle prend toute son amplitude. Et puis on a la guerre civile en Yougoslavie de 1991 à 2000-2001. Et puis on a la guerre civile en Afghanistan qui est trop oubliée en 1990 parce qu'elle va être génératrice de l'arrivée des talibans et de tout ce qu'on sait après l'arrivée des États-Unis, etc., etc. De ne pas oublier aussi qu'il y a eu le Rwanda, qui a été catastrophique, car il va arriver dans un deuxième temps, bien sûr, au génocide des Tutsis en 1994. Puis qu'on considère qu'il y aurait eu 2 guerres civiles en Irak, excusez du peu, la guerre civile en Syrie, qui d'ailleurs pas toujours terminée, 2 guerres civiles en Libye, le conflit yéménite depuis 2014, et puis ensuite la guerre civile au sud-Soudan, qui a d'ailleurs amené à une partition. Et enfin, une guerre civile qui serait lancée dans le nord de l'Éthiopie actuelle, qu'on appelle le conflit du Tigré, depuis novembre 2020. À l'énoncé de ce qu'on vient de dire, spontanément, on se rend bien compte tout d'un coup, quand on essaye de rassembler ces éléments qui sont souvent livrés par les médias de façon éparse, que la question qu'on se pose est absolument légitime. Alors, elle est légitime, mais c'est vrai que pour nous qui avons l'habitude de nous situer dans la première dynamique, souvent les conflits entre les États, elle peut être déstabilisante. Avant de s'intéresser peut-être aux causes des guerres civiles, voire aussi aux conséquences qu'elle entraîne, et des conséquences très lourdes, il faudrait déjà comprendre les termes de l'enjeu. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre civile ? Alors, la précision est d'autant plus importante qu'évidemment, les observateurs, et nos étudiants en particulier, pourraient s'évertuer à trouver une définition, ils vont trouver une multitude. Et en ce qui me concerne, moi j'ai le sentiment que la meilleure définition de la guerre civile, c'est moi contre moi. C'est moi contre moi, d'abord parce qu'on s'inscrit dans la démarche de ce film merveilleux Excalibur de John Borman en 1981, dans lequel on voit bien la scène de Lancelot, qui, frappé par ses turpitudes et ses contradictions, il va revenir, se met à dire je me bats ou je me livre un combat contre moi-même. Et c'est vraiment ça. C'est père contre fils, c'est frère contre frère, c'est cousin contre cousin. Et c'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y a une sorte de lien fraternel, d'héritage, presque sanguin, qui va expliquer d'ailleurs l'âpreté des combats par la suite, et qui est engendré par des grilles de lecture idéologiques qui sont soit alimentées par l'économie, par les confessions, par les politiques ou par le rassemblement des trois. Et donc, c'est moi contre moi, d'autant plus qu'il y a une deuxième logique qui vient s'insérer dans cet aspect, c'est qu'effectivement, on est à l'intérieur, on va y revenir, mais il y a surtout une troisième logique, c'est que c'est moi parce que je refuse de considérer tout autre. C'est le Das Ich freudien, n'est-ce pas, Olivier? C'est le moi dans sa globalité, c'est le refus de toute autre négociation, discussion. C'est le Das Ich, le Das Ich, c'est-à-dire il y a moi et il y a moi, et il n'y a plus aucune négociation possible, il n'y a plus aucun entendement possible, il n'y a plus aucune raison possible, puisque de toute façon, on est dans même la négation que de discuter avec l'autre. La notion de guerre civile n'est-elle pas subjective? La notion de guerre civile n'était pas subjective parce que liée à la conclusion à laquelle on aboutirait, telle qu'on finit par la connaître à la fin, et qui permet de porter un regard rétrospectif. À quoi peut-on penser? En particulier au merveilleux exemple qui nous est livré par la guerre civile américaine, dont l'appellation est totalement différente, suivant d'ailleurs qu'on l'appréhende en français ou en anglais, et dont on va se rendre compte que cette appellation, loin d'être un simple jeu de vocabulaire ou de sémantique, a un certain nombre d'arrière-pensées qui sont très fortes. Parce que en américain ou en anglo-saxon, on dit « the Civil War ». C'est d'ailleurs assez intéressant parce que ça laisse à penser qu'ils ne considèrent que celle-là. Mais là où c'est intéressant surtout, c'est que ça laisse à penser que cette guerre se déroule donc dans le cadre d'un État structuré, existant, dont la pérennité était déjà démontrée, dont les différentes lignes de lecture, qu'elles soient politiques, géographiques ou de frontières, sont bien assises. Alors que si on dit comme en français guerre de sécession, on est beaucoup plus dans le cadre de deux sociétés qui coexistent, qui sont différentes, et dont il pourrait être possible que de considérer qu'il est légitime que l'une d'entre elles
cherche à être indépendante ou à recouvrir sa liberté. Donc là où le terme me paraît très important, c'est qu'en plus il peut être revisité suite à l'évolution de la guerre, suivant que l'État constitué garde, on va dire, son homogénéité, ou qu'on aboutit à une fracture, comme l'exemple yougoslave en sera d'ailleurs particulièrement représentatif, car il ne faut quand même pas oublier qu'on part d'un État qu'on pensait totalement certain ou d'une logique pérenne, et qui va finir par imploser pour donner 6 États différents. Donc ça me paraît très très important, parce qu'on voit bien que ça nous conduit à une réflexion et à des logiques qui sont totalement géopolitiques. Alors on voit avec la guerre de sécession ou la guerre civile américaine les logiques et les causes sous-jacentes au conflit, mais d'abord intéressons-nous peut-être aux conséquences, parce que les conséquences des guerres civiles sont forcément lourdes, puisque le moi ne supporte pas la division, et elles s'inscrivent dans le temps long aussi. Donc il faudrait peut-être se pencher là-dessus en voyant quels sont les traits de ces conséquences des guerres civiles. Vous avez d'autant plus raison d'attirer notre attention sur les conséquences, qui sont évidemment un champ qu'il est nécessaire d'appréhender pour mieux mesurer la dangerosité des guerres civiles, qu'elles sont multiples. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir toutes les décliner, mais il me semble-t-il, il y en a 5 qui sont très importantes. Donc en fait, il y a une première conséquence qu'on a déjà commencé par évoquer de façon peut-être un peu feutrée ou indirecte, c'est le fait que ces guerres ont tendance à s'inscrire dans un temps long, à être très très longues. Et pourquoi ? Parce que généralement, elles amènent 2 camps de forces à peu près égales à s'affronter, même quand l'armée s'en mêle, et même quand l'armée est d'un seul côté. Je pense notamment à la guerre civile espagnole, par exemple. On se rend bien compte que ça ne suffit pas, parce qu'il y a d'autres corps de la société qui contrebalancent. Et donc, on a vraiment une lutte de soi contre soi ou de moi contre moi. Donc, on a une guerre qui est très, très longue. Et alors, évidemment, il y a une deuxième conséquence qui est fondamentale à avoir à l'esprit, c'est que cette guerre s'éternisant, elle amène un nombre de victimes considérables et qui sont beaucoup trop souvent sous-estimées, parce que justement, on a tendance, dans un premier temps, à dire, comme ce n'est pas des guerres classiques d'État à État dans lesquelles il y a toute la puissance industrielle qui sont jetées l'une contre l'autre, ça amène finalement à des guerres dont les pertes pourraient être plus limitées. Et là, le meilleur contre-exemple, c'est la guerre civile américaine, puisque déjà dans le chiffre tel qu'il est accepté depuis une centaine d'années, on serait autour de 620 000 morts, on serait amené à considérer que c'est le conflit le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis, et que ces 620 000 morts seraient presque l'équivalent de la totalité des morts que les Américains auraient eu depuis leur existence 4 juillet 1976. Mais alors en plus, il y a un universitaire américain, David Aker, qui est un spécialiste d'histoire démographique, qui a remis en cause ces chiffres par des travaux très élaborés et qui considère qu'on serait plus proche d'un résultat qui serait autour de 740 000 à 750 000 morts. Et d'ailleurs, ces travaux ont été validés, avalisés par un certain nombre d'historiens ou de spécialistes de la géopolitique, qui laissent à penser que ces chiffres sont ceux qu'il faudrait prendre en considération et qui définitivement, là, feraient passer le nombre de morts comme étant non seulement le conflit le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis, mais comme en plus dépassant la somme totale de toutes les guerres américaines, y compris Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, excusez du peu, cumulées au moment de la guerre du Vietnam. Guerre du Vietnam dont il faut rappeler qu'elle frappe énormément l'imaginaire, parce qu'elle est plus proche, parce qu'elle est très présente dans les séries américaines et dans les films américains, mais que globalement elle a fait 55 000 à 60 000 morts. Donc là on se retrouve pratiquement dans un rapport de plus de 1 à 10. La troisième conséquence, qui bien sûr est la résultante des 2 premières et qui vient de l'aggraver, c'est que comme la définition l'a souligné, on est dans des guerres particulièrement dures, parce que dont les soubassements sont idéologiques, et dans une société qui s'était habituée à vivre ensemble et qui est dans le déni de se vivre ensemble, on se retrouve dans des conflits dans lesquels les horreurs sont très présentes, très dures, dans lesquels il n'y a plus aucune norme. Et là, il y a 2 exemples qui viennent spontanément à l'esprit. D'abord, la guerre civile espagnole, dont Frédéric Rossif, dans un film Mourir à Madrid, avait bien montré le degré de dureté, l'affrontement de 2 Espagnes, comme c'est dit dans l'introduction. Puis on a ce génocide, bien sûr, des Tutsis en 1994, qui montre bien que là, on arrive dans ce qu'il peut y avoir de pire dans la guerre et dans l'histoire de l'homme. Donc c'est terrible. Les conséquences
sont loin d'être totalement évaporés. Parce qu'il faut du temps après pour que cette société qui s'est combattue elle-même puisse totalement mettre de côté, j'aurais presque envie de dire digérer, pardonner les conflits politiques, l'horreur des morts, des destructions, dépasser ça. Et là, il y a une étude qui a été faite par plusieurs pôles de recherche aux États-Unis à l'occasion du 150e anniversaire de la guerre de sécession en 2011, qui est très intéressante, parce que déjà à l'époque, on demandait aux Américains ouais, mais est-ce que vous considérez que la guerre civile américaine est toujours quelque chose de structurant et de normatif dans la politique aux États-Unis aujourd'hui? Et là, on avait pratiquement 56% des Américains qui considéraient que c'était décisif. Donc là, on voit bien qu'il y a un poids considérable encore de la guerre de sécession, qu'on retrouve d'ailleurs à travers une statistique que je trouve incroyable, c'est que les ouvrages qui sont consacrés à la guerre de sécession aux États-Unis, ou guerre d'indépendance, sont au nombre de plus de 60 000, Olivier. Il y en a même un en 1970, la curiosité me poussant, qui est assez exceptionnel parce qu'en fait, c'est une bibliographie qui cite les 6 000 plus importants d'entre eux. Donc, ça veut dire que là, on se retrouve dans une logique où la guerre de sécession continue aujourd'hui à alimenter les États-Unis, plus de 150 ans plus tard. Et d'ailleurs, il y a toujours, pratiquement tous les mois et tous les trimestres, de nouveaux ouvrages de la guerre de sécession qui continuent à sortir. Et ça, c'est très important parce que ça montre qu'elle n'est pas dépassée au sens presque, si vous m'autorisez, psychanalytique du terme, au sens noble. Et puis alors, il y a un cinquième point, c'est que généralement, la guerre civile finit toujours par attirer, par contingenter, par aspirer des acteurs extérieurs, ce qui remet d'ailleurs bien en exergue ce qu'on avait dit tout à l'heure au moment de la définition. Et là, il y en a aussi deux exemples qui sont manifestes. Alors, il y en a beaucoup d'autres. Il y a la guerre d'Espagne, avec, bien sûr, c'est trop souvent oublié ça. D'abord, le fait que l'Union soviétique a aidé les républicains, et que d'ailleurs, il y a beaucoup de l'or de la Banque d'Espagne qui s'est retrouvé à Moscou parce qu'il fallait payer les chars ou les avions russes. Mais il y a les brigades internationales, qui même si elles sont plus mises en place par des vocations personnelles que par l'État, c'est comme la présence de soldats étrangers. Et puis bien sûr, du côté franquiste, on a la Légion Condor d'une part, et puis les divisions italiennes que Mussolini a envoyées, ce qui nous envoie comme une sorte de résonance ce qui s'est passé en Syrie. Parce que depuis 2011, ce qu'on constate, c'est qu'on avait d'abord, effectivement, une révolution, d'ailleurs, qui s'est pérennisée dans une guerre civile d'ailleurs qui est devenue en fait un enjeu géopolitique par le fait que se retrouvent des soldats iraniens, des soldats turcs, des soldats russes, des soldats occidentaux qui sont plus ou moins là, plus ou moins mis en avant avec des effectifs, mais donc on se rend bien compte qui n'est plus du tout circonscrite à une simple logique interne. Donc en fait, on a une dégradation de la guerre civile en conflit géopolitique, ce qui légitime totalement la question telle qu'on se la pose, parce qu'en plus, a fortiori, on a des conflits qui sont longs, qui amènent énormément de victimes, qui amènent des déplacements de population, et dont la cicatrisation, pour reprendre ce terme-là, est encore plus longue. Ce qui veut dire que les conséquences et les répercussions en sont considérables. On revient là à notre problématique de départ. Est-ce que c'est en train de devenir les conflits majeurs en géopolitique dans la première partie du XXIe siècle? Peut-être maintenant est-il le moment de faire le point sur ce qui seraient les facteurs de la guerre civile et notamment peut-être les facteurs accélérateurs de la guerre civile dans le contexte et le milieu actuel. C'est juste. Et là, évidemment, ça prend tout son sens et c'est primordial. Car on voit bien ce qu'on dira en conclusion, il faut d'autant plus maîtriser ces facteurs que cette maîtrise des facteurs permettrait justement que d'empêcher l'éclosion de nouvelles guerres civiles. Et donc là, la question est loin d'être, on va dire, anecdotique. Là aussi, il y en a 5 qui me semblent devoir être mis en avant. Un qu'on qualifiera de global, générique, et donc qui ne serait pas particulièrement à singulariser en l'époque, mais qu'il faut quand même rappeler. Et puis par contre, 4 autres qui seraient justement plus spécifiques à la période actuelle, et qui vont bien nous confirmer que là, il y a une sorte de tendance lourde qui semble s'inscrire dans le monde d'aujourd'hui. La cause classique, telle qu'on la retrouve dans la définition qu'on s'est efforcé de mettre en place tout à l'heure,
c'est le fait que les gens n'ont plus envie de vivre ensemble. Et le fait que les gens n'ont plus envie de vivre ensemble et qu'il y a une telle montée d'intolérance dans différentes parties d'une population, les unes envers les autres, qu'on ne voit plus que ce qui nous différencie et qu'on ne voit plus du tout ce qui unit. Mais alors après, il y a 4 dimensions qui, par contre, me semblent totalement inhérentes aux 30 dernières années, telles qu'on est en train de les mettre en place, et qui, en plus, se cumulent, se conjuguent, et j'ai le sentiment, sont en train de s'accélérer. Il y en a 2 qui seraient plus directement liés à la dimension militaire, aux facteurs militaires, tels qu'on a été amené à l'appréhender ensemble lors d'un semestre précédent. Et puis il y en a 2 qui seraient clairement géopolitiques, et là ça devient très intéressant, parce qu'évidemment on va voir que les logiques vont en plus être de plus en plus prégnantes, de plus en plus larges et de plus en plus stratégiques. La première dimension militaire d'ailleurs serait plus tactique. Elle ne serait pas forcément limitée à la seule guerre civile, elle serait aussi apparente dans une guerre classique, mais il n'en reste pas moins vrai que ce facteur qui est l'urbanisation, et l'urbanisation accélérée des villes, la transformation en grandes mégalopoles, l'existence de villes de plus en plus connexes les unes avec les autres, qui laissent à penser qu'on est sur un terrain maintenant de plus en plus périurbain, est un facteur qui peut accélérer les guerres civiles. Pourquoi ? Parce que et là l'exemple est peut-être un peu particulier, ce qui avait été frappant dans la première guerre de l'armée russe en Tchétchénie entre 1994 et 1996, c'est le fait que les Russes se sont retrouvés face à de grandes difficultés parce qu'ils ont envoyé des divisions blindées et que ces divisions blindées se sont trouvées en échec face à des milices qui ont réussi à utiliser tout le tissu urbain et le réseau urbain pour finalement complètement emprisonner les forces armées classiques et à la limite leur occasionner des pertes très lourdes, y compris sur des matériels aussi sophistiqués que les chars. Et donc, pour simplifier peut-être un peu la perspective, c'est comme si on pouvait généraliser d'autant plus ce qu'on appellerait les Stalingrad, et donc empêcher qu'une armée puisse faire une sorte de guerre éclair ou blitzkrieg ou rapide, ce qui empêche que la guerre soit finalement rapide, et donc nous met de facto beaucoup plus dans une perspective de pérennisation des conflits, et on voit l'importance que d'avoir précédemment dégagé les logiques sur les guerres civiles. Et donc là, on a quelque chose de plus tactique, certes, au niveau militaire, mais qui laisserait à penser que, comme on ne peut pas remporter une guerre rapide, les guerres s'installent. Et d'ailleurs, c'est clairement la perspective de la Seconde Guerre en Irak en 2003. Car on a une armée irakienne qui s'écroule, Saddam Hussein, donc le régime s'écroule, et on a les Américains qui s'installent. Mais derrière, finalement, quand on évoque les 2 guerres civiles irakiennes, c'est parce qu'il y a des conflits et qu'on se retrouve effectivement dans une guerre urbaine dans laquelle les Américains ont beaucoup plus de mal, d'ailleurs, à prendre l'ascendant. Puis il y a un deuxième facteur, alors là, qui est plus stratégique, c'est l'arme nucléaire. Et là, on arrive sur un paradoxe formidable. Parce que, en fait, l'arme nucléaire, si on reste dans une logique rationnelle, empêche a priori toute guerre majeure entre des États installés. Et si on part du principe qu'il y a de plus en plus d'États qui ont l'arme nucléaire, d'abord l'Inde et le Pakistan, suite aux puissances spontanées auxquelles on pense, puis la Corée du Nord, et puis on voit bien le risque de prolifération nucléaire tel que d'ailleurs les logiques sur l'Iran nous amènent à les considérer, on pense bien qu'a priori, les guerres d'État à État deviennent de plus en plus impossibles. Et donc, en fait, de facto, ces guerres deviennent impossibles d'État à État. Et donc, toutes les tensions, les crispations, les différents politiques ou géopolitiques s'exprimeraient plus par influence à l'intérieur de chacun des États, surtout si c'est des grands États à composantes multiples, que d'État à État. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on bascule sur 2 logiques qui deviennent géopolitiques. Il y en a une première qui nous amène d'ailleurs à conduire à une réflexion qui pourrait faire le cadre d'une autre séance. Car faut-il parler de mondialisation ou faut-il plutôt parler de globalisation ? Or là, on est sur une différence qui, loin que de s'inscrire uniquement dans la sémantique, est capitale. Car oui, c'est juste, il y a une accélération des échanges commerciaux, il y a une capacité à s'affranchir davantage des distances et des problèmes de communication grâce aux formidables progrès technologiques. Mais ce monde-village tel qu'il a été espéré et unique à la fin des années 90, à la fin de la guerre froide, est-il vraiment en place ? Ou subsistent toujours et encore, et après tout, c'est beau et c'est noble, des civilisations différentes qui coexistent, qui s'articulent sur des logiques et des valeurs qui sont différentes. Et donc on se retrouve dans un monde dans lequel les mouvements sont plus faciles, les déplacements sont plus faciles, avec des démographies beaucoup plus importantes, mais dans lesquels il n'y a pas forcément
une homogénéité dans les valeurs, ce qui peut entraîner des tensions importantes sur un temps court, car pour qu'une harmonie puisse se mettre en place dans une société, il faut quand même que le temps soit plus long. Et c'est d'autant plus à garder en considération que finalement, en fait, on est peut-être dans un contexte géopolitique que j'ai appelé, moi, le réchauffement géopolitique. Car, en fait, la fin de la guerre froide, n'est-ce pas un réchauffement géopolitique dans lequel, bizarrement, on se rend compte que la présence des deux grandes puissances tutélaires telles qu'elles étaient en place ne permettait pas d'empêcher les guerres, mais les limitait. Comme si, quand on reprend les 4 conflits israélo-arabes, les 3 guerres indo-pakistanaises et tant d'autres, il y a à un moment la préoccupation des deux grands qui semblent piloter une sorte de condominium commun qui consiste à dire à leur propre camp, bon maintenant, il faut arrêter la guerre parce que sinon, ça va nous entraîner dans un conflit généralisé, c'est pas possible. Et tout d'un coup, de nous rendre compte aujourd'hui, dans cette 3e décennie du XXIe siècle, ce qui explique que certains en sont presque paradoxalement assez, nostalgiques, que maintenant, ces deux grandes puissances tutélaires n'étant plus là, on a une résurgence de conflits libérés, j'ai presque envie de dire dégelés, et qui sont d'autant plus présents qu'on est dans un monde dans lequel les frontières, on s'en rend compte, sont discutables. Parce que beaucoup sont le legs de constructions telles qu'elles ont été mises en place dans des traités internationaux entre 1880 et 1914. Je pense notamment, bien sûr, à l'Afrique ou au Proche, au Moyen-Orient, donc qui sont discutables parce qu'elles représentent plus les rapports de force de l'époque que les réalités sociétales ou sociologiques d'aujourd'hui, et qu'en plus, elles sont de plus en plus discutées, ce qui nous ramène à tous les conflits qu'on a cités tout à l'heure. Donc on est dans une sorte, sur ce 4e facteur, d'un monde géopolitique qui serait, selon d'ailleurs l'expression du livre de Thierry Garcin, la fragmentation du monde. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on a là bien 4 facteurs particuliers, 2 plutôt à dimension militaire, une urbanisation accrue qui favoriserait malheureusement la pérennisation des conflits, une guerre nucléaire qui, en toute raison, semble quand même indiquer qu'une guerre d'État à État est plus difficile, et que donc en fait les tensions se réfugieraient à l'intérieur des États, d'autant plus qu'on serait sur une globalisation qui n'aurait pas effacé toutes les différences au sens noble du terme. Et c'est peut-être une grille de lecture trop caricaturale qui avait été faite de l'ouvrage de Samuel Huntington, Le choc des civilisations, car il ne s'agissait pas de dire qu'il y aurait forcément des guerres entre les civilisations, mais que les civilisations restaient différentes et que ça pouvait malheureusement alimenter des guerres futures. Il appartiendra donc à l'ensemble des gouvernements futurs et respectifs de bien intégrer clairement l'ensemble de ces facteurs et de faire en sorte que de les maîtriser si on veut être sûr à l'avenir que les guerres civiles ne soient pas le conflit majeur de la première partie du XXIe siècle. Eh bien Fabrice, je vous propose de nous arrêter là dans cet échange. Merci Fabrice. Merci à vous Olivier. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.